1945, les derniers mois du Troisième Reich. Alors que les troupes soviétiques prenaient d'assaut Berlin, l'une des batailles les plus acharnées de la Grande Guerre se livrait dans les profondeurs de la Silésie. 83 jours de siège, 60 000 soldats soviétiques morts. Une ville qui refusait de capituler, même après la chute de la capitale du Reich. Qu'est-ce qui poussait les gens à se battre jusqu'à la dernière cartouche alors que la guerre était déjà perdue? Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire d'une forteresse qui n'a pas capitulé jusqu'à la fin. La bataille de Breslau a montré que même dans une situation désespérée, les gens sont capables d'actes incroyables. Mais ces sacrifices sont-ils justifiés lorsque l'issue de la guerre est déjà scellée? Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres pages méconnues de l'histoire. Et dans les commentaires, nous discuterons d'une question controversée. Le général Niehoff était-il un héros qui défendait sa ville natale ou un criminel qui a condamné des milliers de personnes à une mort absurde? L'hiver 1944 touchait à sa fin lorsque le sort de l'une des plus grandes villes de Silésie était scellé. Breslau, ancienne ville située sur l'Oder, au carrefour des routes commerciales depuis plusieurs siècles, s'apprêtait à devenir le théâtre de l'une des batailles les plus longues et les plus sanglantes de la phase finale de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cette ville de plus de 600 000 habitants devait devenir le dernier bastion du Troisième Reich, une forteresse qui résisterait même après la chute de Berlin. La position stratégique de Breslau en faisait un point clé de la défense de la Silésie. La ville contrôlait d'importants nœuds ferroviaires et des passages fluviaux reliant l'Allemagne centrale aux régions industrielles de la Haute-Silésie. Pour le commandement allemand, la conservation de Breslau signifiait la préservation de la dernière région industrielle du Reich, où les usines militaires continuèrent à fonctionner jusqu'à la fin de la guerre. Pour le commandement soviétique, la prise de la ville ouvrait une voie directe vers le cœur de l'Allemagne et permettait de couper définitivement les régions méridionales du Reich du centre. Les préparatifs de la défense commencèrent bien avant l'arrivée des troupes soviétiques aux portes de la ville. Dès l'automne 1944, le Gauleiter de Basse-Silésie, Karl Anke, donna l'ordre de transformer Breslau en forteresse. Des milliers de citadins furent mobilisés pour construire des ouvrages défensifs. Des fossés anti-chars, des barricades, des casemates et des abris fortifiés furent érigés dans toute la ville. Une attention particulière a été accordée au renforcement des bâtiments en pierre, qui ont été transformés en véritables bastions dotés d'embrasures pour les mitrailleuses et les canons anti-chars. Les ingénieurs allemands ont exploité toutes les particularités de l'urbanisme. Les ruelles étroites et médiévales ont été bloquées par des barricades, créant un labyrinthe de positions de tir. Les caves étaient reliées par des passages souterrains, formant tout un réseau d'abris et de voies d'approvisionnement. Les entreprises industrielles se transformaient en forteresses à l'intérieur de la forteresse, où chaque atelier devenait un centre de résistance distinct. Les ponts sur l'Oder étaient minés, et en cas de perte, des traversées étaient préparées avec des moyens improvisés. Les aérodromes occupaient une place particulière dans le système défensif. Plusieurs terrains d'aviation étaient en service dans la ville et ses environs, destinés à assurer la liaison entre la garnison assiégée et le monde extérieur. L'aérodrome principal était situé dans le quartier de Gandau, à l'est de la ville. Des pistes d'atterrissage supplémentaires ont été aménagées directement dans les parcs de la ville et dans les larges avenues. Le commandement allemand savait qu'en cas d'encerclement, le ravitaillement par voie aérienne serait le seul moyen de maintenir la capacité de combat de la garnison. Au début de l'année 1945, le système de défense de Breslau était une forteresse à plusieurs niveaux, prête à résister à un siège prolongé. Mais rares étaient ceux qui pouvaient imaginer que ces préparatifs seraient mis à l'épreuve lors d'un siège de 83 jours
qui allait durer jusqu'au dernier jour de la guerre. Janvier 1945 apporta à Breslau une tragédie dont l'ampleur ne devint évidente que des décennies plus tard. L'approche des troupes soviétiques contraignit les dirigeants nazis à décider d'évacuer la population civile de la ville. Ce qui était prévu comme un transfert organisé de personnes vers des zones sûres s'est transformé en l'une des plus terribles catastrophes humanitaires des derniers mois de la guerre. La tragédie des réfugiés de Breslau est devenue le symbole du chaos et de la cruauté qui ont accompagné l'effondrement du Troisième Reich. Le 20 janvier 1945, le Gauleiter Hanke a donné l'ordre d'évacuer immédiatement toute la population civile de Breslau. La décision a été prise à la hâte, sans préparation ni organisation adéquate. Les autorités devaient débarrasser la ville des bouches inutiles afin que toutes les infrastructures puissent être consacrées à la défense. Près de 600 000 personnes ont dû quitter leur foyer en quelques jours, au milieu de l'un des hivers les plus rigoureux de l'histoire de l'Europe centrale. Les températures ont atteint -20 degrés en janvier. Les congères rendaient de nombreuses routes pratiquement impraticables. Les communications ferroviaires étaient perturbées par les raids incessants de l'aviation soviétique. Dans ces conditions, des centaines de milliers de personnes, des personnes âgées, des femmes, des enfants, ont été contraintes de prendre la route à pied, emportant avec elles le strict nécessaire. Il n'y avait pratiquement aucune évacuation organisée. Chacun se débrouillait comme il pouvait. Les colonnes de réfugiés s'étiraient sur plusieurs kilomètres le long des routes enneigées de Silésie. Les gens marchaient sans savoir exactement où ils allaient, espérant seulement s'éloigner le plus possible du front. De nombreuses familles se sont perdues dans ce chaos. Les enfants étaient distancés par leurs parents. Les personnes âgées ne pouvaient pas suivre le rythme. Les charrettes chargées de biens s'enlisaient dans la neige ou tombaient en panne sur les routes détruites. Les vivres ont rapidement manqué et les gens ont commencé à souffrir de la faim. La mortalité dans les colonnes de réfugiés augmentait de jour en jour. Les corps des personnes gelées restaient gisants le long des routes. Personne n'avait les moyens ni les moyens de les enterrer. Selon diverses estimations, entre 80 000 et 100 000 personnes ont péri lors de cet exode. Des familles entières ont disparu dans le désert enneigé de Silésie sans laisser aucune trace derrière elles. La tragédie a été aggravée par le fait que de nombreux réfugiés se dirigeaient vers Dresde, qui a été détruite les 13 et 14 février par les bombardements intensifs de l'aviation alliée. Parmi ceux qui sont restés dans la ville, nombreux étaient ceux qui ne croyaient tout simplement pas à la gravité de la menace ou qui ne pouvaient pas quitter leur maison. Une partie des habitants a délibérément refusé d'évacuer, préférant partager le sort de leur ville natale. Ces personnes, environ 60 000 citadins, se sont retrouvés otages de la bataille qui approchait. Elles allaient devoir survivre après de 3 mois de siège, de famine, de bombardements incessants et de tirs d'artillerie. Mais pour beaucoup d'entre elles, cela s'est avéré moins pire que de participer à la tragédie de janvier 1945. Le 13 février 1945 a marqué un tournant dans le destin de Breslau. Ce jour-là, les unités de la 6e armée du colonel-général Vladimir Andreïevitch Glouzdovski ont achevé l'encerclement de la ville, coupant les dernières voies de retraite de la garnison allemande. Le siège, qui allait durer 82 jours, commença et entra dans l'histoire comme l'une des batailles les plus acharnées de la phase finale de la Grande Guerre patriotique. À partir de ce moment, le sort de l'ancienne ville silésienne était scellé, mais le chemin vers la victoire s'avéra long et sanglant. L'offensive soviétique en Silésie se développa rapidement. Le premier front ukrainien, sous le commandement du maréchal Ivan Stepanovitch Konev, perça les lignes allemandes et progressa rapidement vers l'ouest. Breslau se trouvait à l'écart de la direction principale de l'attaque soviétique, ce qui donnait au commandement allemand l'espoir d'organiser une défense efficace. Cependant,
La situation géographique de la ville rendait son encerclement inévitable. Les troupes soviétiques contournaient Breslau par le nord et le sud, comme un fleuve contourne une île. La 6e armée reçut pour mission d'isoler et de capturer la ville sans détourner les forces principales du front de leur avancée vers Berlin. Cette décision du commandement soviétique a largement déterminé le caractère prolongé des combats à venir. L'assaut d'une forteresse telle que Breslau nécessitait des forces et des moyens considérables. Mais la priorité était de prendre la capitale du Reich. Le général Glusdowski devait résoudre une tâche difficile avec des ressources limitées. Au moment de l'encerclement, Breslau comptait une garnison importante. Selon diverses sources, entre 70 000 et 80 000 hommes assuraient la défense. Il s'agissait non seulement de troupes régulières de la Wehrmacht, mais aussi d'unités du Volkssturm, une milice populaire formée à partir de la population locale. De nombreux défenseurs de la ville étaient des Silésiens de souche, qui connaissaient parfaitement les lieux et étaient motivés pour résister farouchement. Leur commandement était assuré par le général expérimenté Johannes Krause, qui s'est immédiatement attelé à l'organisation d'une défense circulaire. En février 1945, le système de fortification de Breslau offrait un spectacle impressionnant. La ceinture défensive extérieure longeait la périphérie de la ville et comprenait de nombreux postes de tir permanents. Des obstacles anti-chars, des champs de mines et des barbelés formaient une ligne de défense continue. À l'intérieur de la ville, chaque quartier était préparé pour une défense autonome. Des communications souterraines reliaient les points d'appui, permettant de transférer secrètement les réserves et d'approvisionner les positions avancées. Les entreprises industrielles de la ville jouaient un rôle particulier dans la défense. Les usines de construction mécanique continuaient à produire des armes et des munitions même pendant le siège. Les ouvriers et les ingénieurs fabriquaient des moyens de combat improvisés, des mines anti-chars à partir d'explosifs industriels, des lance-grenades et des lance-flammes artisanaux. Les ateliers des usines se transformaient en forteresses, où chaque machine-outil devenait un élément de barricade. Avec le début du siège, toute la vie de la ville a changé. Des normes strictes ont été introduites pour la consommation de nourriture, de carburant et de munitions. La population civile a été mobilisée pour construire des fortifications et travailler dans les entreprises militaires. Les hôpitaux se préparaient à l'arrivée massive de blessés. Les écoles et les bâtiments publics ont été transformés en casernes et en entrepôts. Breslau se transformait en un véritable camp militaire, prêt pour un long siège. La défense allemande de Breslau constituait un système unique qui combinait l'expérience séculaire de l'art de la fortification européenne avec les dernières avancées de la technologie militaire du milieu du XXe siècle. La garnison de la forteresse était composée d'unités hétérogènes, chacune ayant ses propres caractéristiques et qualités de combat. Cette armée hétéroclite, unie par un objectif commun, celui de défendre la ville, a réussi à créer l'un des systèmes défensifs les plus efficaces de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le noyau de la garnison était constitué de troupes régulières de la Wehrmacht. Parmi elles se distinguait la 6e division d'infanterie, qui avait une grande expérience du combat et était composée de militaires de carrière. Ces soldats avaient traversé toute la guerre, participé à des combats sur différents fronts et possédaient un haut niveau d'entraînement militaire. Ils étaient soutenus par des unités d'artillerie et de sapeurs, des unités blindées et des unités de défense aérienne. L'effectif total des troupes régulières s'élevait à environ 30 000 hommes. Une partie importante des défenseurs était constituée de combattants du Volkssturm, une milice populaire formée à partir des habitants locaux. Ces hommes, dont beaucoup étaient trop âgés ou trop jeunes pour faire leur service militaire, compensaient leur manque d'entraînement militaire par leur excellente connaissance de la ville et leur grande motivation.
Ils connaissaient chaque ruelle, chaque cave et chaque grenier de Breslau. Ils étaient environ 40 000 et constituaient le gros des forces défensives de la ville. Les unités composées d'habitants de Silésie jouèrent un rôle particulier dans la défense. Ces hommes ne se battaient pas seulement pour des idées abstraites, mais pour leur maison, leur famille, la terre de leurs ancêtres. Beaucoup d'entre eux parlaient le dialecte local, qui combinait des éléments allemands et polonais. Pour eux, Breslau n'était pas simplement une ville à défendre sur ordre, mais leur patrie, qu'ils n'avaient pas l'intention d'abandonner sans combattre. Cette composante émotionnelle faisait d'eux des combattants particulièrement tenaces. Le système de fortification de Breslau a été construit en tenant compte des particularités de l'urbanisme. La ceinture défensive extérieure longeait les limites de la ville et comprenait plus de 150 positions de tir permanentes. Ces casemates et bunkers étaient construits en béton armé et pouvaient résister à des tirs directs d'obus lourds. Chaque poste de tir était équipé de plusieurs embrasures, ce qui permettait de tirer dans différentes directions. Les obstacles antichars formaient une bande continue de barrières de 200 à 500 mètres de large. Les remparts, les fossés antichars et les escarpements étaient complétés par des champs de mines et des barbelés. Une attention particulière était accordée à la protection des ponts sur l'Oder et ses affluents. Chaque passage était transformé en un puissant nœud de résistance, capable de retenir longtemps l'ennemi en progression. À l'intérieur de la ville, un système de points d'appui était mis en place, chacun pouvant assurer une défense autonome. Les bâtiments en pierre ont été transformés en fortifications durables. Des embrasures ont été percées dans les murs, des mitrailleuses et des canons antichars ont été installés. Les caves étaient reliées par des passages souterrains, créant un réseau de communication ramifié. Les toits des maisons ont été transformés en positions de tir pour les tireurs d'élite et les mitrailleurs. Les ingénieurs allemands ont exploité tous les avantages de l'environnement urbain. Les ruelles étroites de la vieille ville se sont transformées en pièges mortels pour les chars ennemis. Des barricades faites de pavés et de rails de tramway bloquaient les passages. Derrière chaque barricade se trouvaient des postes de tir prêts à accueillir l'ennemi avec un feu nourri. Le système de défense était si dense que chaque mètre du territoire urbain était couvert par plusieurs positions simultanément. Le 16 février 1945 fut le jour du premier assaut général de Breslau. Le commandement soviétique comptait sur une victoire rapide, estimant que la garnison démoralisée ne serait pas en mesure d'opposer une résistance sérieuse. Cependant, ces calculs se révélèrent être une erreur fatale. Le premier assaut se transforma en un véritable carnage, qui montra à tous les participants que la prise de la ville exigerait beaucoup plus d'efforts et de sacrifices que prévu initialement. L'offensive commença à l'aube par un puissant tir d'artillerie. Pendant 2 heures, les canons soviétiques bombardèrent les positions allemandes, tentant de neutraliser les points d'appui et de détruire les fortifications. Cependant, l'efficacité de ce tir fut faible. Les casemates allemandes avaient été construites en tenant compte d'éventuels tirs d'artillerie, et la plupart des défenseurs s'étaient réfugiés dans des abris souterrains pour attendre la fin des tirs. Après la préparation de l'artillerie, les chars soviétiques lancèrent l'assaut avec des troupes d'infanterie. Cette tactique avait fait ses preuves dans les combats sur le terrain, mais dans les conditions d'une ville densément peuplée, elle s'avéra peu efficace et extrêmement dangereuse. Les chars T-34 et les chars lourds IS-2, qui avaient facilement franchi la ligne de défense extérieure, se sont retrouvés piégés dans les rues étroites de la ville, où leur mobilité était réduite au minimum. C'est là que les défenseurs allemands ont utilisé pour la première fois à grande échelle une nouvelle arme anti-char, les lance-grenades à usage unique Panzerfaust. Ces moyens simples et efficaces de lutte contre les blindés se sont avérés parfaitement adaptés aux combats urbains.
Cachés dans les caves et les greniers, les soldats allemands et les miliciens détruisaient les chars soviétiques à une distance de 30 à 50 mètres. Chaque rue se transformait en champ de bataille. Au cours des 3 premiers jours de l'assaut, les troupes soviétiques perdirent 76 chars. Ces pertes considérables affaiblirent considérablement la puissance de frappe des unités en attaque. La plupart des véhicules furent détruits lors des combats de rue par des lance-grenades Panzerfaust et des canons anti-chars que les Allemands avaient habilement dissimulés dans les décombres des bâtiments. Certains chars furent victimes de mines improvisées, fabriquées à partir d'explosifs industriels. Privée du soutien de ces blindés, l'infanterie soviétique se retrouva seule face à une défense ennemie parfaitement préparée. Les nids de mitrailleuses allemands étaient disposés de manière à créer des zones de tir denses sur toutes les approches des sites importants. Les tireurs d'élite, retranchés sur les toits et dans les greniers, abattaient méthodiquement les commandants et les liaisons soviétiques. Chaque bâtiment devait être pris d'assaut, au prix de lourdes pertes. Des combats particulièrement acharnés se déroulèrent dans la zone industrielle de la ville et derrière l'aérodrome, dans la banlieue. Ces sites revêtaient une importance stratégique. Le contrôle des usines empêchait les Allemands de produire des munitions et la prise de l'aérodrome aurait interrompu le ravitaillement aérien de la garnison. Cependant, les défenseurs allemands comprenaient l'importance de ces positions et se battaient avec une ténacité particulière. À la fin du mois de février, le commandement soviétique fut contraint de reconnaître qu'il ne serait pas possible de prendre Breslau d'assaut. Les pertes des premiers jours de l'assaut obligèrent à revoir la tactique de combat. Il devint évident que pour réussir l'assaut, il fallait des unités spéciales entraînées au combat urbain, de l'artillerie lourde capable de détruire des bâtiments fortifiés et des unités de lance-flammes pour brûler l'ennemi dans les caves et les greniers. Le premier assaut de Breslau fut une dure leçon pour le commandement soviétique. Il montra que même dans les derniers mois de la guerre, les troupes allemandes étaient capables d'opposer une résistance acharnée, en particulier lors de la défense des villes. L'expérience acquise lors de ces combats nécessita une analyse approfondie et une modification des méthodes de combat urbain. Le pont aérien est devenu le seul lien entre Breslau assiégé et ce qui restait du Troisième Reich. Après l'encerclement de la ville, le commandement allemand a compris que sans un ravitaillement aérien constant, la garnison ne pourrait pas résister longtemps. L'organisation du pont aérien s'est transformée en une opération logistique complexe qui a nécessité la mobilisation de toutes les ressources restantes de l'aviation de transport de la Luftwaffe. Cette artère aérienne vitale fonctionnait dans des conditions extrêmes, sous le feu constant des artilleurs anti-aériens et des chasseurs soviétiques. Les avions de transport Junkers 52, chevaux de bataille de l'aviation allemande, constituaient l'épine dorsale du pont aérien. Ces appareils trimoteurs, créés dans les années 1930, étaient déjà considérés comme obsolètes en 1945, mais leur fiabilité et leur capacité à opérer à partir d'aérodromes rudimentaires les rendaient indispensables pour ravitailler les garnisons assiégées. Ils furent rejoints par des bombardiers Junkers J-88 et Heinkel E-111, reconvertis en avions de transport. Au départ, les avions allemands atterrissaient directement sur l'aérodrome de Gandau, situé à l'est de la ville. Cependant, à mesure que la ligne de front se rapprochait, cet aérodrome fut soumis à des tirs de plus en plus intensifs de l'artillerie soviétique. Chaque atterrissage et chaque décollage se transformait en une aventure mortellement dangereuse. Les tireurs d'élite soviétiques chassaient spécialement les équipages des avions de transport, tandis que l'artillerie anti-aérienne créait un épais rideau de feu au-dessus du terrain d'aviation. Après la perte de leur aérodrome principal, les Allemands furent contraints d'utiliser des pistes d'atterrissage improvisées, aménagées directement dans la ville. La large Kaiserstraße
s'est transformé en aérodrome à ciel ouvert. Les câbles de tramway ont été retirés, la chaussée a été nivelée et des feux d'atterrissage ont été installés sur les bords de la piste improvisée. Ces opérations n'étaient effectuées que pendant la nuit, afin d'éviter d'être repérés par la reconnaissance aérienne soviétique. Mais même l'utilisation des rues de la ville comme piste d'atterrissage ne résolvait pas tous les problèmes. Avec le renforcement de la défense anti-aérienne soviétique autour de la ville, de nombreux avions ne pouvaient tout simplement pas atteindre leur destination. Le commandement allemand a alors décidé de larguer les cargaisons en parachute. Les avions de transport approchèrent de la ville à haute altitude, larguaient des conteneurs contenant des munitions, des médicaments et des vivres, puis quittaient rapidement la zone de tir de l'artillerie anti-aérienne. Le commandement soviétique comprenait parfaitement l'importance d'interrompre le ravitaillement aérien de l'ennemi. Une unité spéciale de défense anti-aérienne a été créée pour lutter contre l'aviation de transport allemande. La 71e division d'artillerie anti-aérienne a reçu pour mission de créer un rideau de feu infranchissable au-dessus de Breslau. Elle a été rejointe par le 173e régiment d'aviation de chasse, dont les pilotes étaient spécialisés dans l'interception d'avions de transport. Les statistiques des opérations aériennes au-dessus de Breslau sont impressionnantes par leur ampleur. De mars à mai 1945, les artilleurs anti-aériens et les pilotes soviétiques ont enregistré 622 survols d'avions allemands au-dessus de la ville assiégée. Cela signifie que pratiquement chaque nuit, des duels aériens se déroulaient dans le ciel de Silésie entre les avions de transport de la Luftwaffe et les intercepteurs soviétiques. Les pertes de l'aviation allemande étaient considérables. 38 avions ont été abattus par les tirs anti-aériens, sans compter ceux qui ont été victimes des chasseurs soviétiques ou qui ont été contraints d'effectuer un atterrissage d'urgence. Chaque avion de transport abattu signifiait non seulement la perte d'un équipement coûteux et d'un équipage expérimenté, mais aussi l'interruption de l'approvisionnement en marchandises essentielles de la ville assiégée. Néanmoins, le pont aérien a continué à fonctionner jusqu'au dernier jour du siège. Les pilotes allemands ont fait preuve d'un courage extraordinaire pour se frayer un chemin à travers un épais rideau de feu. Beaucoup d'entre eux effectuaient plusieurs vols par nuit, risquant leur vie pour livrer quelques tonnes de munitions ou de médicaments. Ce pont aérien est devenu le symbole de la résistance désespérée de la garnison assiégée et a montré les limites même de l'aviation militaire la plus perfectionnée de l'époque. Le 2 mars 1945, un nouveau chapitre de l'histoire de la défense de Breslau s'ouvrait. Ce jour-là, le commandement de la forteresse assiégée fut pris par le général de division Hermann Niehoff, un chef militaire expérimenté qui, au cours de sa carrière, avait participé à des combats sur différents fronts et s'était révélé être un tacticien et un organisateur de défense talentueux. La nomination de Niehoff changea radicalement la nature de la résistance des défenseurs de la ville. Le nouveau commandant a non seulement réorganisé le système de défense, mais y a également introduit des éléments innovants qui ont considérablement amélioré son efficacité. Hermann Niehoff appartenait à la génération de militaires allemands qui avaient acquis leur expérience au combat pendant la Première Guerre mondiale, puis perfectionné leurs compétences au cours des campagnes de la Seconde Guerre mondiale. Il a participé aux combats en France, dans les Balkans et sur le front de l'Est. Son expérience des opérations défensives acquise lors des combats près de Leningrad et lors de la retraite de la Wehrmacht en 1943-444 était particulièrement précieuse. Niehoff comprenait bien les particularités des combats urbains et savait comment exploiter au mieux les avantages de la partie défensive. La première chose que fit le nouveau commandant fut d'analyser minutieusement les résultats des combats de février. Il identifia les points faibles de la défense de la ville et comprit que le système traditionnel de défense linéaire
était peu efficace dans les conditions des combats urbains. Au lieu d'essayer de maintenir une ligne de front continue, Niehoff proposa de créer un système de points d'appui, chacun pouvant assurer une défense circulaire autonome, même en cas de percée de l'ennemi dans les secteurs voisins. L'élément central de cette nouvelle tactique était la ligne Niehoff, un système défensif qui ne longeait pas les limites de la ville, mais traversait les quartiers. Cette décision semblait paradoxale. Le commandant cédait volontairement une partie du territoire de la ville à l'ennemi. Cependant, cette tactique avait un sens profond. En déplaçant la ligne de défense à l'intérieur des quartiers, les troupes allemandes pouvaient utiliser les bâtiments en pierre comme fortification naturelle et créer un système de tir à plusieurs niveaux. Chaque point d'appui était constitué d'un groupe de bâtiments adaptés à la défense circulaire. Les caves étaient reliées par des passages souterrains, ce qui permettait de transférer secrètement des réserves et des munitions. Les premiers étages étaient équipés de nids de mitrailleuses et de positions pour les armes anti-chars. Les étages supérieurs et les greniers étaient transformés en positions de tireurs d'élite et en postes d'observation. Les toits étaient utilisés pour installer des mortiers légers et des mitrailleuses anti-aériennes. Niehoff accordait une attention particulière à l'organisation du soutien de l'artillerie. Il créa un système centralisé de contrôle des tirs qui permettait de concentrer rapidement tous les moyens de tir sur les directions les plus menacées. Les batteries d'artillerie et de mortiers étaient installées dans les sous-sols de bâtiments en pierre solide, ce qui les protégeait des tirs de contre-batterie ennemis. Les positions des canons étaient modifiées après chaque tir, ce qui rendait leur détection et leur neutralisation plus difficiles. Niehoff réorganisa également le système d'approvisionnement et de ravitaillement. Il créa des réserves mobiles qui pouvaient être rapidement transférées vers les zones menacées. Une attention particulière fut accordée à la préparation des groupes d'assaut, des unités réduites mais bien entraînées, capables de mener des contre-attaques et de rétablir la situation sur les secteurs critiques du front. Cette nouvelle tactique de défense nécessita une profonde réorganisation de l'ensemble du système de commandement des troupes. Niehoff a créé un système de communication flexible, basé sur des moyens radio et doublé de lignes filaires posées dans des communications souterraines. Chaque point d'appui était en liaison directe avec le commandement, ce qui permettait de réagir rapidement aux changements de situation et de coordonner les actions des différentes sections de défense. Les résultats des innovations de Niehoff se firent sentir dès mars 1945. Les troupes soviétiques, habituées à un certain type de résistance allemande, se heurtèrent à un système de défense fondamentalement différent. Chaque mètre du territoire urbain devait être conquis au prix de combats acharnés et de pertes importantes. La ligne Niehoff est devenue un obstacle majeur sur la route des troupes soviétiques vers le centre-ville et a considérablement ralenti leur avancée. La guerre souterraine fut l'un des épisodes les plus dramatiques et les moins connus de la bataille de Breslau. Alors que les combats faisaient rage dans les rues, une bataille tout aussi féroce se déroulait sous la ville. Dans un labyrinthe de collecteurs d'égouts, de caves et de tunnels spécialement creusés. Cette bataille invisible exigeait de ses participants non seulement une grande habileté militaire, mais aussi des nerfs d'acier, la capacité de se battre dans l'obscurité totale, dans la peur constante d'un effondrement et d'une inondation. Les communications souterraines de Breslau constituaient un système complexe, créé au cours de plusieurs siècles. Les caves médiévales étaient reliées à des caves plus récentes, les tunnels d'égouts s'entremêlaient avec les systèmes d'approvisionnement en eau et en chauffage. Au début du siège, ce réseau souterrain a été encore élargi par des passages spécialement creusés qui reliaient entre eux les points d'appui de la défense. Les sapeurs allemands et les miliciens ont transformé les souterrains de la ville en une véritable forteresse. Les points nodaux du réseau souterrain ont été renforcés par des dalles en béton armées et équipés de nids de mitrailleuses.
Les caves abritaient des entrepôts de munitions, des hôpitaux, des postes de commandement et des ateliers de réparation d'armes. Certaines salles souterraines étaient si spacieuses qu'elles pouvaient accueillir des unités entières avec tout leur équipement. Les troupes soviétiques ont rapidement compris l'importance de la guerre souterraine. Des groupes d'assaut spéciaux, composés de volontaires parmi les combattants les plus expérimentés, ont été créés pour lutter dans les tunnels. Ces unités ont été équipées de mitraillettes PPSH, de grenades à main, de charges de sapeurs et de lance-flammes portatifs. Une attention particulière a été accordée à la formation des agents de transmission, qui devaient assurer la liaison entre les groupes souterrains et les unités de surface. Les techniques de combat souterrain étaient radicalement différentes des tactiques habituelles de l'infanterie. Dans les tunnels étroits, où la visibilité était limitée à quelques mètres, l'ouïe, l'intuition et la capacité à réagir instantanément étaient d'une importance cruciale. Les combattants apprenaient à distinguer les bruits de pas, de respiration et le cliquetis des armes. Chaque tournant du tunnel pouvait cacher une embuscade ennemie. Chaque bruit suspect pouvait signifier le début d'une attaque. La guerre des mines prit un caractère particulièrement féroce dans les souterrains de Breslau. Les deux camps utilisaient activement des explosifs pour détruire les positions ennemies et créer des embûches dans les tunnels. Les sapeurs allemands, qui connaissaient bien la topographie souterraine de la ville, installaient souvent des pièges, des sections minées des tunnels qui explosaient à l'approche de l'ennemi. Les sapeurs soviétiques ripostaient en faisant sauter des quartiers entiers sous lesquels se trouvaient d'importants sites allemands. Les tentatives d'inondation des communications souterraines étaient particulièrement dangereuses. Les deux camps tentèrent d'utiliser le réseau d'adduction d'eau et les égouts de la ville pour inonder les positions ennemies. Les Allemands, qui contrôlaient la majeure partie des communications techniques de la ville, tentèrent à plusieurs reprises d'inonder les tunnels occupés par les troupes soviétiques. Cependant, ces tentatives se retournaient souvent contre leurs auteurs, car l'eau se répandait dans tout le réseau de galeries souterraines. L'impact psychologique des combats souterrains sur les participants était énorme. L'obscurité permanente, l'air vicié, l'impossibilité de déterminer le nombre et la position de l'ennemi créaient une atmosphère de tension constante. De nombreux combattants ne supportaient pas la tension nerveuse de la guerre souterraine et demandaient à être transférés dans des unités terrestres. Le commandement des deux camps était contraint de changer régulièrement les unités qui combattaient dans les tunnels. La guerre souterraine à Breslau s'est poursuivie jusqu'au dernier jour du siège. Même lorsque les troupes soviétiques contrôlaient la majeure partie du territoire urbain, des groupes de soldats allemands et de miliciens continuaient de se cacher dans les souterrains et menaient une guérilla. Certains de ces groupes ne se rendirent que quelques jours après la capitulation officielle de la garnison, lorsqu'il devint finalement évident que toute résistance était vaine. L'expérience des combats souterrains à Breslau a été une leçon importante pour le développement des tactiques de combat urbain. Elle a montré que la guerre moderne ne se limite pas à la surface de la Terre, mais s'étend à tout l'espace tridimensionnel, y compris les communications souterraines. Cette expérience a été prise en compte dans les conflits suivants et a influencé le développement de l'art militaire de la seconde moitié du XXe siècle. Mars 1945 fut le théâtre de combats de position prolongés qui épuisèrent les deux camps et transformèrent Breslau en une ville fantôme où la mort guettait à chaque coin de rue. Convaincus de l'impossibilité d'un assaut rapide, les troupes soviétiques ont adopté une tactique consistant à ronger méthodiquement les défenses allemandes. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque cave est devenu le théâtre de combats acharnés. Les pertes augmentaient de jour en jour, mais la ligne du front n'avançait que de quelques mètres. Le commandement soviétique fut contraint de revoir radicalement sa tactique de combat. Il devint évident que les attaques massives de chars dans un environnement urbain dense étaient inefficaces
et entraînait des pertes injustifiées en matériel. À la place, une nouvelle tactique fut mise au point, consistant en des groupes d'assaut composés de petites unités de 10 à 15 hommes spécialement entraînés pour le combat dans les bâtiments. Chaque groupe d'assaut comprenait des mitrailleurs, des lance-grenades, des sapeurs et des lance-flammes. Leur mission était de s'emparer de bâtiments individuels ou même de parties de bâtiments. Les groupes agissaient sous le couvert de l'artillerie et avec le soutien de chars individuels ou de véhicules automoteurs. Cependant, le rôle principal était joué par l'infanterie, qui devait chasser l'ennemi de chaque cave et grenier. L'artillerie s'est vue confier de nouvelles tâches. Au lieu de tirs massifs sur des zones étendues, les canons passaient à des frappes ponctuelles sur des bâtiments spécifiques. Pour détruire les fortifications particulièrement résistantes, on utilisait des canons de grande puissance, notamment des obusiers lourds de 152 mm et des canons de 122 mm. Les unités de lance-flammes se sont révélées particulièrement efficaces. Les lance-flammes à dos POF et les lance-flammes lourds TOS permettaient de brûler l'ennemi dans les caves et les greniers, hors de portée de l'artillerie. Cependant, l'utilisation des lance-flammes exigeait un courage exceptionnel de la part des combattants qui devenaient des cibles prioritaires pour les tireurs d'élite allemands et subissaient d'énormes pertes. Le camp allemand s'est également adapté aux nouvelles conditions de combat. Le général Niehoff a créé des réserves mobiles qui pouvaient être rapidement transférées vers les zones menacées. Ces réserves étaient composées des soldats les plus expérimentés et étaient équipés d'armes automatiques et de moyens anti-chars. Leur tâche n'était pas de tenir leur position à tout prix, mais d'infliger le plus de pertes possible à l'ennemi en approche, puis de se replier sur des positions préparées à l'avance. La guerre des snipers a atteint une ampleur sans précédent à Breslau. Les deux camps faisaient appel à leurs meilleurs tireurs, qui se livraient à une véritable chasse à l'homme dans les ruines de la ville. Chaque fenêtre, chaque fissure dans un mur pouvait cacher une menace mortelle. Les tireurs d'élite soviétiques se spécialisaient dans l'élimination des officiers et des observateurs allemands, tandis que les tireurs allemands traquaient les commandants et les liaisons soviétiques. Les pertes des troupes soviétiques lors des combats de mars furent considérables. Rien que pendant la première moitié du mois, la 6e armée perdit plus de 8000 hommes, tués ou blessés. C'étaient des chiffres énormes pour les combats dans une seule ville, d'autant plus que les gains territoriaux étaient minimes. Chaque quartier conquis coûtait la vie à des dizaines de soldats soviétiques. Les combats les plus violents se déroulèrent autour des entreprises industrielles de la ville. Les ingénieurs allemands avaient transformé les ateliers en véritables forteresses. Épaisses parois en béton armé, labyrinthes d'ateliers, communications souterraines, tout cela créait des conditions idéales pour la défense. Chaque usine devait être prise d'assaut au prix de pertes énormes. Le mois de mars fut également marqué par de graves problèmes d'approvisionnement pour les deux camps. Les troupes soviétiques, engagées dans des combats prolongés, avaient besoin d'un ravitaillement constant en munitions, en particulier en obus d'artillerie et en grenades. La garnison allemande souffrait d'une pénurie générale, des munitions aux médicaments. Le pont aérien était de plus en plus souvent interrompu en raison du renforcement de la défense anti-aérienne soviétique. À la fin du mois de mars, il était clair qu'il ne fallait pas s'attendre à une fin rapide du siège. Les deux camps se préparaient à une lutte longue et épuisante, dont l'issue ne serait pas décidée par des manœuvres brillantes, mais par la ténacité, l'endurance et la capacité à subir des pertes pour atteindre leur objectif. Le mois d'avril 1945 apporta à Breslau une dernière lueur d'espoir pour la garnison assiégée et, en même temps, les combats les plus violents de tout le siège. La bataille de Pâques, comme on appela par la suite ces événements, fut la dernière tentative des troupes allemandes pour briser le cercle de l'encerclement et rejoindre les restes du groupe d'armée Centre.
Cette opération exigea des défenseurs de la ville la mobilisation de toutes leurs réserves restantes et fut le dernier acte du drame qui se jouait sur les ruines de l'ancienne ville silésienne. Le plan de Persée fut élaboré dans l'état-major de Hitler et prévoyait une attaque simultanée de l'intérieur et de l'extérieur. La garnison de Breslau devait frapper vers l'ouest, tandis que les unités du groupe d'armées Centre, sous le commandement du feld-maréchal Ferdinand Schörner, tentaient de débloquer l'encerclement depuis l'extérieur. La coordination de ces actions exigeait un timing précis et un courage exceptionnel de la part des participants à l'opération. Le 12 avril, jour de Pâques orthodoxe, les troupes allemandes passèrent à l'offensive. La frappe fut portée sur une section étroite du front, dans la région d'Opole, où la défense soviétique était relativement faible. Les dernières unités combattantes de la garnison, environ 2000 hommes, soutenus par quelques chars et canons d'assaut qui avaient pu être conservés jusqu'à ce moment-là, passèrent à l'attaque. La surprise de l'attaque assura aux Allemands un succès initial. Les troupes soviétiques ne s'attendaient pas à ce que la garnison assiégée soit capable de mener des actions actives après 2 mois de combats épuisants. Les groupes d'assaut allemands percèrent la première ligne de défense soviétique et avancèrent de plusieurs centaines de mètres. Pendant un court instant, il sembla que le plan de Persée allait aboutir. Cependant, le commandement soviétique réagit rapidement à l'évolution de la situation. Les réserves de la 6e armée furent immédiatement transférées vers la zone menacée. L'aviation d'assaut a décollé et a lancé des frappes massives contre les colonnes allemandes en progression. Les chars lourds IS-2 et les canons automoteurs Su-152 ont créé un barrage infranchissable sur la route des troupes allemandes. Dans le même temps, la tentative de déblocage depuis l'extérieur a également échoué. Les unités du groupe d'armées Centre, qui avaient lancé l'offensive en direction de Breslau, se heurtèrent à la puissante défense des troupes soviétiques et ne purent vaincre la résistance. À ce moment-là, les réserves soviétiques avaient été amenées dans la zone de Persée et l'offensive allemande s'essouffla sans atteindre ses objectifs. Le soir du 13 avril, il était clair que l'opération avait échoué. Les troupes allemandes subirent de lourdes pertes et furent contraintes de se replier sur leurs positions initiales. Sur les 2000 participants à la percée, moins de la moitié restaient en état de combattre. Les pertes matérielles étaient catastrophiques. Presque tous les chars et les canons d'assaut avaient été détruits ou mis hors de combat. La bataille de Pâques marqua un tournant dans la défense de Breslau. L'échec de la tentative de percée démoralisa définitivement les défenseurs de la ville. Il devint évident qu'il ne fallait plus compter sur une aide extérieure et que les forces propres étaient épuisées. De nombreux soldats et miliciens commencèrent à douter de l'utilité de poursuivre la résistance. Le général Niehoff tenta de remonter le moral des troupes en expliquant cet échec par des circonstances défavorables. Cependant, les soldats expérimentés comprenaient la réalité de la situation. Les munitions étaient presque épuisées. Les réserves de nourriture fondaient de jour en jour et le nombre de combattants aptes au combat diminuait inexorablement. Le pont aérien fonctionnait de plus en plus irrégulièrement et chaque conteneur de ravitaillement largué faisait l'objet d'une lutte acharnée. Après l'échec de l'offensive de Pâques, la nature des combats changea. Les troupes allemandes passèrent définitivement à une défense passive, se concentrant sur le maintien des positions clés dans le centre-ville. Encouragées par leur succès, les troupes soviétiques intensifièrent leur offensive, cherchant à profiter de l'affaiblissement de l'ennemi et à mettre fin au siège le plus rapidement possible. La bataille de Pâques à Breslau devint le symbole d'une résistance désespérée et marqua en même temps le début de la fin pour la garnison assiégée. Elle a montré que même dans une situation désespérée, les gens sont capables d'actes héroïques. Mais elle a également démontré les limites des capacités humaines dans les conditions de la guerre moderne.
La vie des civils dans la ville assiégée de Breslau s'est transformée en une lutte quotidienne pour la survie, où chaque nouveau jour pouvait être le dernier. Environ 60 000 habitants qui avaient refusé d'évacuer ou n'avaient pas réussi à quitter la ville avant le siège se sont retrouvés otages des hostilités. Leur existence dans la poche de résistance est devenue un exemple tragique de la façon dont la guerre brise impitoyablement le destin des gens ordinaires, transformant leur vie quotidienne en un cauchemar permanent fait de famine, de peur et de mort. Dès le début du siège, l'approvisionnement alimentaire de la population était très mal organisé. Le commandement allemand comptait sur un déblocage rapide de la ville et n'avait pas constitué de réserves alimentaires suffisantes pour un siège prolongé. À la fin du mois de février, les rations de pain étaient déjà réduites à 125 grammes par jour et par personne. Cette quantité couvrait à peine les besoins minimaux de l'organisme et était nettement inférieure aux rations imposées à Leningrad pendant le siège. La faim devint le compagnon permanent des habitants de la ville assiégée. Les gens mangeaient tout ce qui pouvait apaiser leur faim. Des articles en cuir, de la colle de menuisier, de l'herbe et de l'écorce d'arbres. Les enfants et les personnes âgées, dont l'organisme ne pouvait pas supporter la malnutrition chronique, souffraient particulièrement. La mortalité infantile atteignait des proportions catastrophiques. Chaque jour, plusieurs dizaines d'enfants mouraient dans la ville. Les soins médicaux étaient pratiquement inaccessibles à la population civile. Tous les médecins et infirmières avaient été mobilisés pour travailler dans les hôpitaux militaires, où ils soignaient les soldats blessés. Les médicaments étaient réservés exclusivement aux besoins militaires. Les civils ne pouvaient compter que sur des premiers soins rudimentaires et des remèdes traditionnels. Les épidémies de maladies infectieuses, causées par les conditions insalubres et l'affaiblissement de l'organisme, fauchaient des dizaines de personnes. Les conditions de logement empiraient de jour en jour. Les bombardements et les tirs d'artillerie incessants détruisaient les maisons, privant les gens de leur toit. Des milliers de familles ont été contraintes de vivre dans des caves, des abris anti-bombes et des tunnels souterrains. Ces logements de fortune étaient dépourvus des commodités élémentaires, chauffage, eau courante, égouts. Les gens vivaient dans l'obscurité, l'humidité et le froid, ce qui favorisait la propagation des maladies. La situation des femmes avec enfants était particulièrement difficile. Les hommes étaient soit au front, soit mobilisés pour construire des fortifications. Les femmes se retrouvaient seules face aux problèmes de survie. Elles devaient non seulement s'occuper des enfants, mais aussi trouver de quoi se nourrir, entretenir leur logement, soigner les malades et les blessés. L'état psychologique de la population se détériorait de jour en jour. La peur constante de la mort, l'incertitude de l'avenir, la faim et les maladies sapaient la volonté de vivre. Beaucoup de gens sombrèrent dans l'apathie, perdirent tout intérêt pour ce qui se passait autour d'eux. Les suicides sont devenus une triste réalité dans la ville assiégée. Les gens ne voyaient aucune issue à cette situation désespérée et mettaient volontairement fin à leurs jours. Les enfants nés et élevés en temps de paix se sont retrouvés au cœur des combats. Beaucoup d'entre eux ont perdu leurs parents, sont devenus orphelins et ont été contraints de lutter seuls pour leur survie. Ces enfants ont rapidement grandi, ont appris à se procurer de la nourriture, à éviter les dangers, à aider les blessés. Leur enfance a été volée par la guerre, remplacée par une lutte pour la survie. Les autorités allemandes ont tenté d'utiliser la population civile à des fins militaires. Les hommes en âge d'être mobilisés ont été enrôlés dans le Volkssturm. Les femmes ont été réquisitionnées pour travailler dans les hôpitaux et les usines de guerre. Les adolescents ont été utilisés comme messagers et observateurs. Même les enfants ont participé aux travaux de défense, transportant des munitions et aidant les blessés. La structure sociale de la ville a été complètement détruite.
Les institutions habituelles de la société civile, écoles, théâtres, bibliothèques, ont disparu. Les églises ont été transformées en hôpitaux ou en entrepôts de munitions. La vie normale a cessé, laissant place à une lutte primitive pour la survie. Les gens se sont regroupés en petits groupes de plusieurs familles afin de résoudre ensemble les problèmes de subsistance et de protection contre les dangers. À la fin du mois d'avril, la situation de la population civile est devenue critique. La mortalité due à la famine et aux maladies dépassait les pertes causées par les combats. Selon diverses estimations, entre 18 000 et 25 000 civils ont péri pendant le siège, soit près de la moitié de ceux qui étaient restés dans la ville au début de l'encerclement. Le 30 avril 1945 a marqué un tournant fatal dans l'histoire du Troisième Reich. Ce jour-là, Adolf Hitler s'est suicidé dans son bunker berlinois. La nouvelle de la mort du Führer ne parvint aux défenseurs de Breslau que quelques jours plus tard. Mais son impact sur le moral de la garnison fut catastrophique. Les soldats et les miliciens, qui jusqu'alors avaient combattu dans l'espoir d'un miracle, de l'apparition d'une nouvelle arme miracle ou d'une aide venue de l'extérieur, ont soudain pris conscience que leur sacrifice était vain et que la guerre était déjà perdue. Le 2 mai, la capitale du Reich tomba. Berlin, la ville qui semblait imprenable, symbole de la puissance et de la grandeur allemande, capitula après de violents combats de rue. La nouvelle parvint à Breslau grâce à l'interception de messages radio soviétiques et aux témoignages de prisonniers. Le commandement allemand tenta de cacher la vérité à ses troupes, mais les rumeurs se répandirent à la vitesse de l'éclair. Les soldats commencèrent à comprendre qu'ils ne se battaient pas pour la victoire, mais qu'ils ne faisaient que retarder une défaite inévitable. L'impact psychologique de la chute de Berlin sur les défenseurs de Breslau fut énorme. De nombreux soldats et officiers se demandaient « Pourquoi continuer à résister si la guerre est déjà perdue ? Pourquoi faire de nouvelles victimes si le résultat est couru d'avance ?» Ces pensées sapaient le moral des troupes bien plus efficacement que n'importe quelle brochure de propagande soviétique ou émission de radio. Le général Niehoff se trouvait dans une situation extrêmement difficile. D'un côté, il avait reçu l'ordre de se battre jusqu'au dernier soldat. De l'autre, il comprenait l'absurdité de poursuivre la résistance. Le nouveau gouvernement de l'amiral Dönitz, arrivé au pouvoir après la mort d'Hitler, n'avait pas encore défini sa stratégie de guerre. Dans ces conditions, le commandant de Breslau était contraint de prendre des décisions de son propre chef, en se basant sur sa propre compréhension de la situation. La discipline dans les unités allemandes commença à se dégrader. Les cas de désertion se multiplièrent, même s'il n'y avait pratiquement nulle part où fuir depuis la ville encerclée. Certaines unités de la Volkssturm cessèrent tout simplement d'accomplir leur mission de combat, leurs soldats rentrant chez eux pour retrouver leur famille. Les officiers perdaient le contrôle de leurs soldats, qui refusaient de plus en plus souvent d'attaquer ou d'occuper des positions particulièrement dangereuses. Le commandement soviétique, informé de la chute de Berlin, intensifia sa propagande contre l'ennemi. La radio diffusait en continu des messages annonçant la capitulation de différentes unités et villes allemandes. Des tracts appelant à la reddition et garantissant la vie sauve étaient lancés par-dessus la ligne de front. Cette propagande tombait en terre fertile. De nombreux défenseurs de Breslau étaient déjà prêts à croire à la possibilité d'une capitulation honorable. Les habitants de la ville ont particulièrement mal pris la nouvelle de la chute de la capitale. Pour eux, Berlin n'était pas seulement le centre administratif, mais le symbole de l'État allemand. Sa chute signifiait la fin du monde tel qu'ils le connaissaient, l'effondrement de tous leurs espoirs d'une issue favorable à la guerre. De nombreux citadins ont commencé à reprocher au commandement militaire de prolonger l'agonie, de ne pas vouloir mettre fin à un massacre insensé. Au début du mois de mai,
la situation matérielle des défenseurs de la ville était critique. Le pont aérien avait pratiquement cessé de fonctionner, la plupart des avions de transport ayant été redirigés vers d'autres destinations ou détruits par l'aviation soviétique. Les munitions étaient presque épuisées. Le manque d'obus d'artillerie et de moyens anti-chars se faisait particulièrement sentir. Les réserves alimentaires étaient épuisées et les médicaments manquaient même pour prodiguer les premiers soins aux blessés. Dans ces conditions, l'agitation gagna les officiers de la garnison. Beaucoup d'entre eux, en particulier ceux qui avaient de la famille dans d'autres régions d'Allemagne, se prononçaient de plus en plus en faveur de la fin de la résistance. Ils comprenaient que chaque jour supplémentaire de guerre signifiait de nouvelles victimes parmi les soldats et la population civile, sans aucune utilité militaire. Le général Niehoff tenta de réunir ses subordonnés afin de définir une position commune quant à la suite des opérations. Cependant, les opinions étaient partagées. Une partie des officiers insistait pour obéir aux ordres et poursuivre la résistance jusqu'au bout. D'autres penchaient pour l'ouverture de négociations en vue d'une capitulation. D'autres encore proposaient de tenter de percer l'encerclement en petits groupes. La chute de Berlin et la mort d'Hitler marquèrent le début de la fin pour la garnison de Breslau. Bien que les combats se soient officiellement poursuivis pendant quelques jours, la résistance était psychologiquement brisée. Les défenseurs de la ville comprenaient que leur combat était devenu un gaspillage inutile de vies humaines, que l'histoire avait déjà rendu son verdict et qu'il ne leur restait plus qu'à accepter dignement la défaite. Les premiers jours de mai 1945 furent une période de réflexion douloureuse pour le commandement de la garnison de Breslau. Le général Niehoff se trouva face à un dilemme extrêmement difficile. Poursuivre une résistance inutile, obéissant aux derniers ordres d'un Reich en ruine, ou entamer des négociations avec le commandement soviétique pour une capitulation honorable. Chaque heure de retard se traduisait par de nouvelles victimes parmi les soldats et la population civile. En même temps, le général allemand était conscient de toute la responsabilité de sa décision devant l'histoire et devant ceux qui lui avaient confié leur vie. Le 3 mai, le commandement soviétique fit une dernière tentative pour convaincre l'ennemi de se rendre sans assaut. Sous un drapeau blanc, des parlementaires menés par le général-major Alexandre Semenovitch Xenofontov se dirigèrent vers les positions allemandes. Les représentants soviétiques étaient habilités à négocier la reddition de la ville à des conditions honorables. Ils garantissaient la vie de tout le personnel de la garnison. Les officiers pouvaient conserver leurs armes blanches et les blessés recevraient des soins médicaux qualifiés. Les négociations se déroulèrent dans une atmosphère tendue. Le général Niehoff hésitait, conscient d'une part du caractère désespéré de la situation, mais craignant d'autre part de violer son serment militaire. Ses officiers se divisèrent en deux camps. Les uns insistaient pour continuer la résistance, invoquant le devoir des soldats et l'honneur des armes. D'autres appelaient à la raison, soulignant l'absurdité de nouvelles victimes après la chute de Berlin et le suicide de Hitler. Les médecins de la garnison se sont montrés particulièrement actifs en faveur de la fin de la résistance. Le médecin-chef des hôpitaux militaires de la ville présenta au commandement des statistiques effrayantes. Rien que la semaine précédente, plus de 200 personnes étaient mortes des suites de leurs blessures, de la faim et de la maladie. Les médecins n'étaient même pas en mesure de soigner les blessés graves, car ils n'avaient plus ni médicaments ni pansements. La poursuite des combats signifiait une mort atroce pour des centaines de soldats blessés. Des représentants de la population civile ont également adressé au général Nikohoff une pétition demandant la fin de la résistance. Le bourgmestre de la ville et les notables ont souligné que la population civile était en train de mourir. Chaque jour, plusieurs dizaines de personnes mouraient, principalement des enfants et des personnes âgées. Les infrastructures de la ville étaient complètement détruites. L'approvisionnement en eau,
Les égouts et l'électricité ne fonctionnaient plus. La ville était réduite à un tas de ruines où des personnes condamnées vivaient leurs derniers instants. Le 4 mai, la situation s'aggrava encore. Les troupes soviétiques ont reçu des renforts et se préparaient à un assaut décisif sur le centre-ville. Les services de renseignement ont signalé que des unités d'artillerie supplémentaires et des avions d'assaut se dirigeaient vers Breslau. Il était évident que si les négociations échouaient, l'assaut final se transformerait en un bain de sang qui ferait des milliers de victimes. Dans la soirée du 4 mai, le général Nihov prit une décision qui lui coûta énormément. Il accepta de négocier la capitulation, mais posa plusieurs conditions. La partie allemande exigeait des garanties de sécurité pour tout le personnel de la garnison, y compris les unités de la Volkssturm. Des garanties spéciales étaient exigées pour la population civile de la ville. Nihov insistait pour que les habitants soient traités comme des civils et non comme des complices du régime nazi. Les négociations se prolongèrent pendant plusieurs heures. La partie soviétique était dans l'ensemble prête à accepter les conditions des Allemands, mais insistait sur une capitulation sans condition et sans conditions particulières. Le général Gludzowski déclara que le temps des négociations était écoulé et que si les Allemands ne déposaient pas les armes avant le matin du 5 mai, un assaut général serait lancé avec toutes les conséquences que cela impliquait. La nuit du 4 au 5 mai fut la dernière nuit de guerre pour les défenseurs de Breslau. Des rassemblements de soldats et d'officiers eurent lieu dans toute la ville pour discuter de la capitulation. La majorité se prononça en faveur de la fin de la résistance. De nombreux soldats abandonnèrent simplement leur position sans attendre les ordres officiels. Au matin, le système de défense de la ville était pratiquement effondré. Le 5 mai, à 5 heures du matin, le général Nihov signa l'acte de capitulation de la garnison de Breslau. Ce document mit fin à un siège de 83 jours et fut l'un des derniers actes de capitulation en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre prit fin pour les défenseurs de la forteresse silésienne un jour seulement avant la capitulation générale de l'Allemagne. La nouvelle de la capitulation fut accueillie de différentes manières. Certains éprouvaient un soulagement à l'idée que les souffrances étaient enfin terminées. D'autres ressentaient l'amertume de la défaite et la honte de ne pas avoir pu accomplir leur devoir de soldats jusqu'au bout. Mais tous comprenaient que ce n'était pas seulement une bataille pour la ville qui prenait fin, mais toute une époque de l'histoire de l'Europe. Le 6 mai 1945, à 7h30 du matin, le drapeau blanc de la capitulation flottait au-dessus des ruines de Breslau. L'assiège de 83 jours, qui fut l'une des plus longues batailles urbaines de la Seconde Guerre mondiale en Europe, touchait à sa fin. Le général Nihov, après avoir pris la décision douloureuse de rendre la ville, donna l'ordre à toutes les unités de la garnison de cesser la résistance et de déposer les armes. Ce jour marqua la fin d'un chapitre tragique de l'histoire de l'ancienne ville silésienne et, en même temps, la libération de milliers de personnes dont la vie ne tenait qu'à un fil. La procédure de capitulation s'est déroulée dans une atmosphère solennelle, mais tendue. Les troupes soviétiques, qui quelques heures auparavant se préparaient à un assaut décisif, observaient avec méfiance les colonnes de soldats allemands sortir des ruines de la ville, les mains en l'air. Beaucoup de soldats de l'armée rouge ne pouvaient croire que cette bataille épuisante se terminait enfin sans effusion de sang. Trop de camarades étaient tombés aux abords de cette ville pour que la victoire soit aussi facile. Le général Nikolov se rendit en personne au quartier général soviétique pour signer la capitulation. Ce chef militaire de 50 ans, qui avait traversé 2 guerres mondiales, semblait épuisé et vieilli. Son visage portait les traces de la tension inhumaine des derniers mois. En remettant son sabre au général Gluzdowski, il prononça un bref discours dans lequel il exprima l'espoir que les prisonniers et la population civile de la ville seraient traités avec humanité.
la reddition des armes se poursuivit toute la journée. Des soldats allemands émergèrent des caves et des ruines, épuisés, en haillons, mais conservant leur tenue militaire. Beaucoup d'entre eux étaient blessés, mais continuaient à servir jusqu'au dernier jour. Aux côtés des unités régulières, les divisions de la Volkssturm, composées d'habitants locaux qui avaient pris les armes pour défendre leur ville natale, se rendirent également. Au total, environ 40 000 personnes se rendirent. À leur grande surprise, les soldats soviétiques découvrirent dans la ville de nombreuses femmes et adolescentes en uniforme militaire. Il s'agissait d'infirmières, de liaisons, de tireuses anti-aériennes et même d'adolescentes qui apportaient des munitions et aidaient les blessés. Leur participation à la défense de la ville témoignait de la mesure dans laquelle le commandement allemand avait été contraint de mobiliser toutes les ressources humaines pour poursuivre la résistance. La libération de la population civile fut l'un des moments les plus émouvants de la capitulation de Breslau. Des abris souterrains, des caves et des ruines émergeaient des personnes épuisées, des femmes avec des enfants, des personnes âgées, des malades. Beaucoup d'entre eux étaient tellement affaiblis par la faim et la maladie qu'ils ne pouvaient plus se déplacer seuls. Les médecins militaires soviétiques se sont immédiatement mis à secourir les victimes, installant des hôpitaux de campagne directement dans les rues de la ville. Le spectacle de destruction qui s'offrit aux troupes soviétiques était effroyable. Il ne restait plus que des tas de décombres de cette ville autrefois magnifique. La place centrale était criblée de cratères d'obus, la cathédrale et l'hôtel de ville étaient en ruine. Des quartiers entiers avaient été transformés en montagnes de briques brisées et de débris de béton armé. De nombreuses rues étaient tellement encombrées de débris qu'il était impossible de circuler, même en tank. L'état des entreprises industrielles de la ville était particulièrement choquant. Les usines et les fabriques, qui avaient continué jusqu'au dernier jour à produire des armes et des munitions pour les défenseurs, n'étaient plus que des structures métalliques calcinées. Dans les ateliers gisaient des obus inachevés, des pièces d'armes, des machines-outils détruites par les explosions. Tout cela témoignait du fait que la ville avait résisté jusqu'au dernier souffle. Le décompte des pertes prit plusieurs jours. Les troupes soviétiques perdirent environ 60 000 hommes, un chiffre énorme pour la prise d'une seule ville. Les pertes allemandes étaient encore plus importantes. Sur les 80 000 soldats de la garnison, moins de la moitié étaient encore en vie. Les pertes parmi la population civile s'élevaient à environ 25 000 personnes. Ces chiffres témoignent du prix élevé payé par les deux camps pour remporter la victoire. La capitulation de Breslau eut lieu 2 jours seulement avant la capitulation générale de l'Allemagne. La ville fut l'un des derniers bastions de la résistance au régime nazi en Europe. Sa chute symbolisa l'effondrement définitif du Troisième Reich et la fin de la guerre la plus sanglante de l'histoire de l'humanité sur le théâtre européen. Pour les habitants de la ville, le 6 mai fut le jour de la libération après 3 mois de cauchemar. Beaucoup pleuraient de joie d'être encore en vie et que les souffrances aient enfin pris fin. D'autres pleuraient leurs proches disparus et leurs maisons détruites. Mais tous comprenaient qu'un nouveau chapitre de l'histoire de leur ville et de leur vie commençait. Dans son ordre aux troupes, le général Gluzdowski a salué le courage et la ténacité dont ont fait preuve les soldats soviétiques lors de la prise de Breslau. Il a souligné que cette victoire était le résultat de l'héroïsme de milliers de soldats et d'officiers qui n'ont pas ménagé leur vie pour vaincre le fascisme. La chute de la dernière forteresse nazie a été la conclusion digne d'un long parcours de l'armée rouge, depuis les murs de Moscou jusqu'au cœur de l'Europe. Le siège de Breslau s'est terminé, laissant une empreinte profonde dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de l'art militaire. 83 jours de combats acharnés, 60 000 soldats soviétiques morts, 40 000 pertes parmi les défenseurs de la ville, 25 000 victimes parmi la population civile.
ces chiffres parlent d'eux-mêmes. La bataille pour l'ancienne ville silésienne est devenue l'une des batailles urbaines les plus sanglantes et les plus longues de l'histoire des guerres et a laissé de nombreuses leçons aux générations futures de militaires. L'importance stratégique de la défense de Breslau pour la partie allemande était ambiguë. D'une part, la ville immobilisait d'importantes forces de l'armée rouge qui auraient pu être utilisées sur le front berlinois. La 6e armée du général Gloudzowski était entièrement mobilisée pour le siège, ce qui affaiblissait quelque peu le groupe de troupes soviétiques qui avançait sur la capitale du Reich. D'autre part, la défense acharnée de Breslau n'a pas changé le cours général de la guerre et n'a fait que retarder la défaite inévitable de l'Allemagne. Les leçons tactiques tirées de la bataille de Breslau se sont avérées extrêmement importantes pour le développement de l'art militaire. La bataille a montré que dans les conditions de la guerre moderne, l'environnement urbain peut devenir une forteresse pratiquement imprenable si la défense est bien organisée. Le système de points d'appui du général Niehoff, l'utilisation des communications souterraines, la transformation de chaque bâtiment en forteresse, tout cela est devenu un exemple classique de défense urbaine. Les troupes soviétiques ont acquis une expérience inestimable dans l'assaut de villes fortifiées. La tactique des groupes d'assaut, la coordination des actions de l'infanterie, de l'artillerie et de l'aviation, l'utilisation de lance-flammes, tous ces éléments ont été mis au point lors des combats pour Breslau et ont ensuite été utilisés dans d'autres opérations. L'expérience des combats souterrains s'est avérée particulièrement importante car elle a montré la nécessité d'une formation spéciale des troupes pour les opérations dans les tunnels et les caves. L'aspect psychologique du siège mérite également une attention particulière. La bataille a montré que le moral des troupes est d'une importance cruciale dans des conditions de siège prolongées. Tant que les défenseurs croyaient en la possibilité d'une victoire ou au moins d'un déblocage, ils se battaient avec une ténacité exceptionnelle. Mais dès qu'il est devenu évident que la guerre était perdue, la résistance s'est rapidement effondrée. Le rôle de la population civile dans le siège de Breslau est devenu une page tragique de l'histoire. Les civils se sont retrouvés otages des ambitions militaires des dirigeants politiques. Leurs souffrances ont été vaines et n'ont apporté aucun avantage militaire. Cette expérience a montré la nécessité d'évacuer la population civile des zones de combat et l'inadmissibilité d'utiliser des villes avec une population civile comme forteresse. Le pont aérien organisé par la partie allemande a démontré à la fois les possibilités et les limites de l'approvisionnement aérien des garnisons assiégées. Lorsque l'ennemi domine les airs et dispose d'un système de défense anti-aérienne puissant, le ravitaillement aérien devient une entreprise extrêmement risquée et peu efficace. Les pertes de l'aviation de transport de la Luftwaffe lors du ravitaillement de Breslau ont été catastrophiques. L'aspect technique de la défense de la ville mérite une étude particulière. Les sapeurs et les constructeurs allemands ont créé un système de fortification unique qui exploitait au maximum les particularités de l'urbanisme. Les communications souterraines, la transformation des bâtiments en casemates, la création d'un système de tir à plusieurs niveaux, tout cela est devenu un modèle d'étude dans les académies militaires de l'après-guerre. L'aspect médical du siège a révélé l'importance cruciale de l'organisation des soins médicaux dans les conditions des combats urbains. Le grand nombre de blessés, les possibilités d'évacuation limitées, le manque de médicaments et de personnel, tous ces problèmes exigeaient de nouvelles approches de l'organisation des services médicaux dans des conditions de combat. La bataille de Breslau fut la dernière grande bataille de la Grande Guerre sur le territoire européen. Elle marqua la fin du long chemin parcouru par les troupes soviétiques, de la défense à la victoire totale sur l'Allemagne nazie. En ce sens, la chute de la forteresse silésienne eut une signification non seulement militaire, mais aussi symbolique. Le destin de la ville après la guerre fut dramatique.
Breslau, rebaptisé Wrocław, fut rattaché à la Pologne. La population allemande fut déportée et la ville repeuplée par des Polonais. Les ruines de la guerre furent reconstruites, mais le souvenir des événements tragiques du printemps 1945 resta gravé dans les documents historiques et les souvenirs des participants. L'étude du siège de Breslau reste d'actualité pour les spécialistes militaires contemporains. À l'ère de l'urbanisation, où la majorité de la population mondiale vit dans des villes, l'expérience des combats urbains revêt une importance particulière. Les leçons tirées de la forteresse silésienne aident à comprendre les lois des combats de rue et à éviter les erreurs du passé. La dimension humaine de la tragédie de Breslau ne doit pas être oubliée. Derrière les chiffres secs des statistiques se cache le destin de milliers de personnes, soldats et civils, qui ont été victimes de la dernière bataille d'une guerre déjà perdue. Leur sacrifice rappelle le prix des aventures militaires et la nécessité d'une résolution pacifique des conflits internationaux.